Bonjour, chers rebelles des capitales. J'espère que vous allez bien. Tout le monde y parle de l'économie de Trump. C'est ça, l'économie de Trump 2.0. Donc, au centre de ces politiques, bien sûr, se trouvent ces tarifs. Nous parlons d'un tarif de 10 à 20 % sur les importations, puis sélectivement, peut-être 100 % sur la Chine ou certains biens. Tout cela concerne la planification centrale. Cela me semble très ironique que des personnes qui croient en la liberté, le capitalisme de marché libre, ne votent pas pour Trump. Je comprends tout à fait cela à cause du composant de la liberté d'expression et de la faible chance que nous entrions dans une troisième guerre mondiale. Mais en ce qui concerne ces politiques économiques dont il parle, comment cela va être un boom pour l'économie? Je ne sais pas vraiment. Si les gens ont bien réfléchi à cela, donc je voulais passer en revue l'histoire des tarifs parce que la plupart des gens ne réalisent pas cela, mais nous avions en fait des tarifs et Trump y fait référence tout le temps que nous avions ces tarifs à la fin des années 1880 et au début des années 1900. Et c'était tout simplement incroyable. C'était incroyable. Et c'était tellement juste, c'était un tel boom pour l'économie américaine que nous devrions revenir à ce système de tarifs. Mais quand vous regardez réellement les détails, vous voyez que ce n'était pas aussi génial que Trump voudrait, que vous le croyez. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons examiner certaines des politiques tarifaires ici même où je suis en ce moment à Columbia. Parce que si vous êtes américain, vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec des tarifs élevés, du moins. Et donc, je pense qu'il peut être facile d'adhérer au récit pro-tarif selon lequel, la Chine va payer pour cela. Ou, les entreprises à l'étranger, eh bien, elles vont payer pour cela. Nous leur avons accordé une pause pendant les 20 dernières années. Il est donc temps que nous reprenions tout cet argent que nous leur avons donné. D'accord. Nous allons explorer beaucoup de choses ici, mais tout tourne autour des tarifs. Donc, tout d'abord, voyons. Eh bien, examinons la vérité choquante sur les tarifs dans la vie réelle, pas sur papier, pas en théorie, mais dans la pratique. Alors, allons dans mon email et je veux afficher juste quelques-uns des articles qui ont d'énormes tarifs ici en Colombie afin que nous puissions voir cette politique en pratique et ensuite déterminer qui paie réellement les tarifs. Est-ce le consommateur ou l'entreprise? Regardez ça juste de mémoire. Les deux plus grandes choses auxquelles je pouvais penser étaient l'électronique et les voitures. Pratiquement quelque chose que tout le monde utilise. Alors, je suis allé sur le site d'Apple aux États-Unis parce que je voulais avoir une idée de ce que coûte le nouvel iPhone. Je pense que c'est vous pouvez me corriger si je me trompe, mais c'est l'iPhone 16. Eh bien, c'est l'iPhone 16. Vous pouvez me dire si c'est la version la plus récente ou non. Je voulais juste une comparaison équitable avec ce que vous pourriez acheter le même iPhone ici en Colombie. Donc, si vous regardez le modèle de 128 Go de l'iPhone 16, il est à partir de 799 $. Appelons cela 800 $. Et le modèle de 256 Go est à 899 $, 900 $. Cool. Alors maintenant, allons-y. Et j'ai ouvert un site ici appelé Mercado Libre. Traduction basique, marché libre. Un site vraiment cool. C'est en gros comme Craigslist aux États-Unis. Alors, allons sur Mercado Libre et voyons à quel prix. Ce même iPhone se vend en ce moment en Colombie. C'est parti. Donc, nous allons nous concentrer uniquement sur ce 256 parce que je cherchais le 16. Je ne cherchais pas le Pro ou le Plus.
Vous pouvez les voir ici, mais juste l'iPhone 16 de base en noir, 256. Donc, rappelez-vous, si nous retournons sur le site d'Apple, c'était 900 $ juste ici, d'accord, compris 900 $. Nous allons noter cela. Donc ici en Colombie, si vous vouliez ce même téléphone portable, regardez ça, vous paieriez 4. 500 000. Et c'est juste à peu près ici, 4. Et cela pourrait même être d'occasion. Et, bien, supposons juste que c'est 9. 4 ou 5 millions de pesos. Ça semble beaucoup, n'est-ce pas? Mais heureusement, vous devez diviser par le taux de change. Donc, nous allons le faire. Nous allons faire 4 530 000. 3 0, 0, 0, d'accord. D'accord, voilà. Ouais. 4 130 000 divisé par le taux de change approximatif de 4 200. Donc, ce serait 1078 $, 1078 $. Encore une fois, 1078 $, 78 $, presque 1100 $. Et quel était le même iPhone exact aux États-Unis sur le site d'Apple? Ce serait 900 $. Donc, vous avez une différence d'environ 200 $. Vous paieriez donc 200 $ supplémentaires. Et c'est franchement du côté bas. Si vous alliez au centre commercial local ici, vous paieriez beaucoup plus que cela en ce qui concerne l'écart. Mais si ce que dit Donald Trump est vrai, que les étrangers ou les importateurs paieront pour cela, alors vous vous attendriez à ce que le prix de l'iPhone soit pratiquement identique ici à ce qu'il est aux États-Unis. Mais parce que vous avez ce gros tarif ou impôt sur les appareils électroniques qui sont importés, eh bien, Apple irait simplement de l'avant et absorberait ce coût. Donc, il pourrait livrer l'iPhone ici à Colombia au même prix qu'il le livre aux États-Unis, mais vous voyez, ce n'est pas ce qui se passe. En réalité, ce qui se passe, c'est que les marges sont relativement faibles sur cela. Et le producteur dit, d'accord, si vous voulez me facturer une taxe de 20%, alors nous allons simplement augmenter le prix de roulement de tambour, s'il vous plaît, 20%. Alors, en ce moment, en Colombie, qui paie le tarif ou la taxe supplémentaire sur l'électronique? Les Colombiens, les consommateurs, le citoyen moyen et Jane, ici même à Medellín. Passons aux voitures. Regardez ça. Donc, ici, j'ai coupé en bas, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours voir le prix. Il y a beaucoup de Toyota ici à Medellín. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Nous regardons un Toyota 4Runner 2022 et c'est le modèle premium. Donc, il a probablement un peu plus de fonctionnalités que celui que nous allons examiner ici en Colombie, qui, je pense, est juste le modèle de base du 4Runner. Mais même kilométrage similaire, même année. Aux États-Unis, nous regardons 41 500 $, 41 500 $. Donc, c'est car.com. Vous pouvez y aller et acheter ce Toyota 4Runner en ce moment même pour 41 500 $. 41 500 $. D'accord, cool. Alors maintenant, allons sur Tucaro, qui est une partie de Mercado Libre. Je pense que Mercado Libre le possède ou quelque chose comme ça. Mais c'est Tucar, qui est essentiellement la version colombienne de cars.com. Ici, vous pouvez voir un Toyota 4Runner 2022 avec un kilométrage similaire, un peu moins, et cela se négocie pour 225 millions de pesos. 225 millions d'euros. Et gardez à l'esprit que je pense que la version américaine ou le modèle américain que nous avons examiné a quelques fonctionnalités supplémentaires. Mais juste pour vous donner une estimation conservatrice, delta à ce sujet, allons-y et prenons les 225 millions de pesos et nous allons diviser par 4200. Et voilà, vous obtenez 53 571 $.
53 500. Alors appelons cela 53 500 contre les 41 500 $ que vous paieriez aux États-Unis. Donc, encore une fois, si vous êtes le citoyen moyen, ici en Colombie, payez-vous le tarif ou est-ce Toyota? Eh bien, tout comme Apple, c'est exactement la même chose. Le consommateur supporte le fardeau de la taxe supplémentaire. Donc, je ne sais pas pourquoi ce serait différent aux États-Unis. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien, Georges, vous ne pouvez pas comparer cela parce que nous avons Ford et Chevrolet ou GM ou peu importe. Et donc, ils vont produire toutes ces voitures et nous allons avoir une voiture équivalente à un prix beaucoup plus bas. Et cela va simplement donner l'avantage aux consommateurs américains ou aux producteurs américains, excusez-moi. D'accord, cela peut être vrai, mais vous devez vous rappeler que la majorité des choses que vous achetez ne sont pas fabriquées aux États-Unis. J'utilise juste les voitures comme exemple et, au fait, ces iPhones ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Donc, je suis curieux de savoir comment cela va fonctionner avec les tarifs et je supposerai que parce qu'ils sont fabriqués en allié Chine, très probablement, quand cela est importé, même si c'est une entreprise américaine, Trump va quand même imposer une taxe sur cela parce qu'effectivement, ce bien est importé aux États-Unis. Donc, je ne sais pas comment cela fonctionne. Ne me tenez pas à cela. Mais je devinerais que cela va concerner toutes les importations, que l'importation provienne d'une entreprise américaine ou d'une entreprise étrangère. Mais l'essentiel ici est en dehors de l'électronique ou des voitures, ce que vous voulez, la majorité des choses. Pas les services, mais les choses que les Américains achètent, que ce soit chez Walmart, Home Depot, Target, cela est importé. Donc, si nous pouvons dire de manière définitive qu'ici en Colombie, dans la pratique, oubliez ce que disent les politiciens, mais dans la vie réelle, nous savons que les consommateurs paient la taxe. Alors, pourquoi supposerions-nous que le consommateur américain ne paierait pas la taxe pour ces articles qui sont importés, que vous achetez chez Home Depot, Walmart et Target? L'essentiel est que la probabilité est incroyablement élevée, proche de 100% que le citoyen moyen, Joe et Jane, supportera le coût aux États-Unis, tout comme il supporte le coût ici, en Colombie. Ce qui rend cela intéressant, c'est que vous dites, d'accord, eh bien, au cours des 4 dernières années, nous avons vu le pouvoir d'achat de la classe moyenne décliner rapidement. Pourquoi cela? Parce que les salaires nominaux ont augmenté, mais le taux d'inflation a augmenté à un rythme encore plus rapide. Et donc, même si vous pourriez recevoir un peu plus sur votre chèque de paie, comme vous le savez, le pouvoir d'achat diminue. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Donald Trump a été élu, parce que les gens voulaient un changement, parce qu'ils en ont assez de voir ce pouvoir d'achat diminuer. Que va-t-il se passer lorsque nous aurons une taxe de 20% sur tous les produits? Ce pouvoir d'achat va diminuer et il va diminuer très, très rapidement. Maintenant, je ne sais pas si cela entraîne des prix plus élevés dans l'ensemble, mais cela va certainement entraîner des prix plus élevés pour ces importations. Donc, à moins que nous ne fassions en sorte que certaines banques coopèrent, créent plus d'unités monétaires et prêtent à ces entreprises pour qu'elles puissent étendre leurs opérations, ce que vous aurez est un scénario où vous dépouillez Pierre pour payer Paul. En d'autres termes, vous avez, disons, un chèque de paie de 10 $, et si 10 $ vont, disons, à faire le plein de votre voiture, ou disons que les 10 $, maintenant, va aux choses que vous achetez chez Walmart et Target. Maintenant, tout à coup, il ne vous reste plus aucun dollar pour tout le reste. Donc, nous entrons dans l'un de ces scénarios étranges où les prix de certaines choses que vous devez acheter augmentent et par conséquent, vous pouvez allouer de moins en moins de votre revenu à ces autres choses dont vous n'avez pas nécessairement besoin. Ainsi, ces entreprises ferment
ce qui augmente le chômage, ce qui réduit la demande globale, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur ses prix. Donc, c'est cet environnement étrange qui est fondamentalement l'opposé des années 1970 en ce qui concerne la croissance de l'offre monétaire ou l'inflation. Des choses dont vous avez besoin créent en fait un environnement global de désinflation. Alors maintenant, réfléchissons aussi à cela du point de vue des impôts. En ce moment, je ne suis pas fan des impôts, comme vous le savez, mais c'est un sujet pour une vidéo séparée. L'argument qu'ils avancent est que nous allons simplement compenser la baisse de l'impôt sur le revenu avec les tarifs. D'accord? Examinons cela à travers le prisme de l'histoire. Et avant d'aborder cela spécifiquement, cela vient de l'Institut Cato. Je pense que c'était peut-être en 2018, quelque chose comme ça. Mais je veux rappeler aux gens que si de quoi parlent les tarifs, n'est-ce pas? Les tarifs concernent le protectionnisme, ce qui signifie que nous devrions favoriser les entreprises américaines et les États-Unis. Et des entreprises, donc nous dépendons de moins en moins des importations. Mais attendez une minute, si nous prenons tous nos revenus fiscaux et qu'ils proviennent des importations via des tarifs, mais que l'objectif est de réduire le montant des importations, disons que cela tombe à zéro. Bien fait, mais maintenant, combien de revenus fiscaux obtenez-vous? Aucun. Désolé, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Encore une fois, nous garderons cela pour une vidéo séparée. Mais je dis que l'idée en elle-même contredit, ou je ne suis pas tout à fait sûr de comment le dire spécifiquement. Mais si cela fonctionne, l'idée, ou mieux cela fonctionne, plus la probabilité que tout cela se défasse est élevée, c'est probablement la meilleure façon de le dire, non? Et le fait que nous allons avoir des tarifs réussis et des déclarations fiscales, ce sont deux idées qui ne fonctionnent pas, vous obtenez l'un ou l'autre. Soit les tarifs fonctionnent, soit vous générez des revenus fiscaux. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre ici, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, donc, revenons à l'histoire de ces tarifs que les gens prétendent être si incroyables. Maintenant, cela remonte aux années 1800 et au début des années 1900, et c'est quelque chose que je ne savais même pas avant de faire des recherches. J'en ai parlé sur le tableau blanc d'aujourd'hui, alors laissez-moi juste le lire ici. En même temps, le protectionnisme tarifaire élevé continuait d'attirer des groupes d'intérêt, cherchant à obtenir des rentes. L'extravagance pure de la corruption publique autour des révisions programmées a atteint son paroxysme à la fin du XIXe siècle. Donc, ce qui se passe ici, c'est que lorsque nous avions tous ces revenus fiscaux générés par ces tarifs que, vous savez, les partisans des tarifs soutiennent comme étant la meilleure solution, comme vous pouvez l'imaginer, chaque fois qu'un nouveau tarif était proposé ou que nous renouvelions les tarifs existants, peut-être une fois par an, 2 fois par an, toutes ces entreprises venaient faire du lobbying pour imposer des tarifs à leurs concurrents. Ainsi, ils obtiendraient l'avantage. Ils obtiendraient l'avantage concurrentiel par rapport à ces personnes à l'étranger. D'accord. Et donc, ce que cela ferait, c'est que cela créerait un immense capitalisme de copinage énorme, où les politiciens étaient soudoyés par les entreprises parce que ces entreprises savaient que ce politicien avait une certaine influence concernant les tarifs de l'année prochaine qui allaient être renouvelés. Et vous dites, oh, eh bien, Georges, à quel point cela aurait pu être mauvais? Attendez juste, continuons ici. Ainsi, cela a finalement conduit les réformateurs à appeler à l'abandon de l'ensemble du système tarifaire
puisque les tarifs étaient ostensiblement un dispositif de revenu selon la Constitution, échanger un autre système fiscal fédéral éliminerait le besoin de leur continuation et briserait ainsi la coalition des groupes d'intérêt protectionnistes. C'était l'argument principal. Derrière l'impôt fédéral sur le revenu, c'est le point que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que la principale pression des politiciens et l'argument qu'ils avancent, la façon dont ils le vendent au grand public, c'est, eh bien, passons à cet impôt sur le revenu parce que ce système tarifaire que nous avons est si mauvais et qu'il y a tant d'abus. Et la façon dont ils le présentent, l'extravagance pure de la corruption gouvernementale publique autour de ces tarifs, nous devons nous en débarrasser. Nous ne pouvons plus avoir ce capitalisme de connivence. Nous devons certainement avoir une poussée vers un marché plus libre, ironiquement. Et leur solution était de se débarrasser des tarifs, ce qui signifie leur solution pour créer une économie plus équitable et une économie basée sur le capitalisme de marché libre au lieu du capitalisme de connivence. Et pour se débarrasser de cette corruption, il fallait se diriger vers un impôt sur le revenu. Voilà à quel point les tarifs étaient mauvais. Donc, s'asseoir là et dire que, oh mon Dieu, regardez, les années 1800, nous avons eu la révolution industrielle. Et c'était parce que nous avions des tarifs. Non, ce que vous faites là, c'est que vous confondez simplement corrélation et causalité. Il pourrait y avoir eu une corrélation, mais il n'y avait pas de causalité là, n'est-ce pas? Et une autre chose que j'aimerais souligner est de revenir à ma propre expérience personnelle de vivre dans des pays ayant des tarifs élevés comme l'Équateur et la Colombie. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que même si cela protège votre industrie locale, ce qui se passe ensuite, c'est qu'ils ont alors un monopole sur ces biens qui sont produits et ils ont très peu de concurrence. Donc, ce qu'ils finissent par faire, c'est augmenter les prix à un niveau très proche des prix de ces importations chinoises lorsque vous incluez la taxe supplémentaire. Alors, supposons un instant que Ford est un modèle équivalent d'une certaine Toyota, et à cause du tarif, le coût sur la Toyota monte à 100 000 $, mais avant le tarif, disons que c'est un tarif de 100%, cette voiture coûte 50 000 $. Donc, ce que Ford va faire si leur voiture concurrente coûte 50 000 $, c'est qu'ils vont simplement augmenter le prix à 95 000 $. Pourquoi pas? Vous n'avez pas d'autre option et ils sont toujours 5 000 $ moins chers. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la qualité va s'effondrer. Et je peux vous le dire par expérience personnelle, chaque industrie en Équateur qui a essentiellement un monopole à cause de ses tarifs et qui n'a pas à rivaliser avec, plus d'efficacité de la part de la Chine, de l'Inde, du Japon, du Mexique, cela les rend paresseux et complaisants. Et ensuite, que se passe-t-il? Pourquoi diable devraient-ils améliorer leurs produits? En fait, pourquoi ne pas le rendre pire? Parce que le grand public n'a d'autre choix que d'acheter ce produit et de faire avec le manque de qualité à un prix plus élevé. C'est exactement ce qui s'est passé avec tout ce qui était produit en Équateur quand j'y étais à cause de ces tarifs. Et j'ai vu exactement la même chose se produire avec les quelques entreprises auxquelles cela s'applique ici en Colombie. Donc, en fin de compte, nous devons être très conscients pour plusieurs raisons. Numéro 1, le grand problème que nous avons eu dans l'économie est la baisse du pouvoir d'achat. Si vous imposez un tarif de 20% sur chaque importation, je peux vous assurer d'une chose, le pouvoir d'achat de l'Américain moyen va encore diminuer. Vous aurez également accès à moins de biens, ce qui, au bout du compte, c'est ainsi que l'on mesure la richesse. C'est comme l'exemple que je vous donne toujours sur le fait d'être sur une île déserte, et tout ce que vous avez, ce sont 2 noix de coco, un palmier, du sable, de l'eau, mais vous avez un coffre plein d'1 milliard de $. Êtes-vous riche ou pauvre?
Vous êtes pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de choses. Donc, la véritable mesure de la richesse est l'accès aux biens et services, et de plus en plus de biens et services. Eh bien, ce que vous obtenez avec cela, c'est que vous en avez moins. Vous obtenez moins de biens et de services parce que si le tarif est si élevé ou si le prix augmente à un certain point, alors ce qui se passe, c'est que ces importateurs, disons dans ce cas Toyota, ne vont plus expédier de Toyota aux États-Unis. Ainsi, le consommateur américain a de moins en moins d'options. S'ils ont de moins en moins d'options, par définition, ils sont moins riches. Même s'ils gagnent plus d'argent, cela n'a pas d'importance. Ils sont moins riches parce qu'ils ont accès à moins de choses, ce qui est la véritable mesure de la richesse. Alors, si vous voulez voir cela à travers le prisme de la corruption, ce que je vous suggère fortement, nous voyons comment cela se déroule. Et au fait, c'était cela, encore une fois, pour utiliser leurs mots, la pure extravagance de la corruption publique. C'est à ce moment-là que le gouvernement fédéral représentait 5% de l'économie, 5% du PIB, sinon moins. Maintenant, le gouvernement représente 50%, pas seulement le gouvernement fédéral, excusez-moi, mais le gouvernement au total, fédéral, local et étatique, 50% du PIB. Donc, si la corruption était mauvaise à la fin des années 1800, que pensez-vous que cela va être maintenant? Ah, 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 ça va être fou. Ça va être une corruption insensée. Et la dernière fois que j'ai vérifié, nous devrions être en faveur de moins de gouvernement, pas plus. Et les tarifs signifient plus de gouvernement. Cela signifie plus de planification centrale, pas moins. Donc, je pense que mon point avec cette vidéo est de vous encourager à scruter ces tarifs et ce plan économique. Regardons cela objectivement. Regardons cela à travers le prisme de la façon dont cela s'est déroulé aux États-Unis dans le passé, dans des circonstances qui sont bien plus propices à la façon dont on vous vend les avantages. Et n'oublions pas non plus qu'il n'est pas secret de savoir comment fonctionnent les tarifs. Regardez simplement d'autres pays, c'est tout ce que vous avez à faire. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de pays avec des tarifs. Je veux dire, comme je l'ai dit, regardez la Colombie. Faites simplement une comparaison équitable et voyez qui paie le prix. Voyez qui supporte le coût de cette taxe supplémentaire. Et ce n'est pas un mystère, c'est le consommateur. Enfin, je voudrais encourager tout le monde à réfléchir à cela du point de vue de l'économie macro-globale aux États-Unis. Et si vous êtes quelqu'un qui croit qu'il y a une forte probabilité que nous entrions en récession parce que la demande agrégée est susceptible de diminuer en raison du pouvoir d'achat, alors quelle est la probabilité que nous entrions en récession si le pouvoir d'achat diminue encore davantage en raison d'un tarif de 20% généralisé sur toutes les importations? Parce que je peux vous assurer que si nous avons ce tarif de 20%, les revenus aux États-Unis ne vont pas augmenter. De 30%, je ne sais pas si Trump vous vend ça. Je peux vous assurer que c'est une propriété en bord de mer en Arizona. Il pourrait y avoir quelques poches ici et là où les revenus vont augmenter, mais ce ne sera certainement pas la grande majorité des Américains, et cela ne compensera en aucun cas un tarif de 20% sur toutes les importations. Et vous allez ressentir l'impact de cela lorsque vous irez chez Home Depot, Walmart. Alors, soyons aussi objectifs que possible. Considérons les données, l'histoire et les exemples en temps réel à travers le monde de la façon dont ces choses se déroulent réellement. Et ensuite, essayons de prédire les probabilités de ce que pourrait être le résultat ici aux États-Unis. D'accord les gars, profitez du reste de votre après-midi. Comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté, le capitalisme de marché libre et le libre-échange. On se voit dans la prochaine vidéo.